Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, nous, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Je vous l'ai dit que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Deni s'est-il précipité d'inaugurer la route des Soinké, Tam, frontière du Cameroun? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais avant de commencer, je vous informe que Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme du passé. Et pourquoi c'est l'homme du passé? Parce qu'il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Et sa chute est inévitable. Et donc, nous sommes dans de la chronique de la chute du dictateur. Et donc, nous devons être ensemble jusqu'à la solution finale. C'est-à-dire la libération du peuple congolais contre le joug de la dictature qui fut la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue, n'oublions pas qu'elle est confiscatoire des deniers publics du Congo et du Congo qu'ils ont pris comme leur propriété privée et pour combien de temps encore. Mesdames, Messieurs, revenons sur la problématique posée. Ce vendredi 6 mars 2020, l'ex-dictateur va inaugurer la route Soinké-Tam, frontière du Cameroun. Donc là, nous sommes dans la partie septentrionale du Congo-Brazzaville, exactement dans la partie ouest, nord-ouest du Congo-Brazzaville. Et donc on appelle la région ou le département de la Sangha. Il est 100% forestier. Pas 100%, on disait 90% forestier. On est là comme dans l'Amazonie, la jungle, ce qu'on appelle la jungle totale. C'est vraiment, on est dans l'Amazonie. C'est comme si on est trouvé dans les côtés de Manaus ou je ne sais pas où, au Brésil. Là-bas, c'est comme ça. Et donc, ce département fait frontière côté ouest avec le Gabon, le Cameroun et une partie du département de la cuvette ouest. Mais côté est, il fait frontière avec les départements de l'Alikwala. Et qui, à côté, où passe l'Ubangi, le premier gros affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Je vous informe que le fleuve Congo est le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l'Amazone. Et donc, côté sud, oui, donc vous avez le département de la Kivette, qui est mon département, et puis aussi la Kivette ouest. Vous avez tout compris. Mais au niveau forestier, c'est la jungle pure, la pure jungle. Mais au niveau hydrographique, vous avez aussi l'Angoko qui font pont source, une partie, je pense, au Cameroun, et la Sangha qui prend source aussi au Cameroun et qui est le deuxième plus gros affluent du fleuve Congo, toujours côté rive droite. Et après, le troisième, c'est celui qui passe dans ma zone tribale, à l'équateur, chez moi, dans ma tribu, à Makwa. À cheval sur l'équateur, c'est l'Alikwala Mosaka, c'est le plus gros. Et donc, vous voyez que le fleuve Congo, vous le connaissez, qui est le plus gros fleuve d'Afrique, et il fait partie des deuxièmes du monde. Et donc, vous voyez que c'est énorme. Vous voyez, allez le voir là-bas, regardez sur les cartes, vous voyez que c'est là où ça se passe. Les sources de ce gros fleuve-là, côté rive droite, viennent aussi de cette région-là. Donc, nous allons rentrer, en fait, dans cette région-là, et qui est une région productrice
ou département producteur du bois congolais. Donc en réalité, nous avons 4 grands départements ou régions qui produisent du bois congolais. Le premier, je pense, c'est la Likwala, et le deuxième, la Songa, ou inversement. Après, le troisième, c'est le Nyari, dans le sud, frontière avec le Gabon, et le département du Kwilu, en relation avec l'océan Atlantique. Et vous avez l'Alekumu, autour du massif du Chali. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, n'oublions pas aussi la cuvette ouest produit aussi du bois, mais on ne sait pas. Ben, là, au niveau de cette région, vous avez des mines solides qu'on appelle, il y a beaucoup d'or, beaucoup de fer et autres. Vous avez oublié aussi la Mambili, parce que la Mambili fait frontière avec aussi voilà. La Mambili est l'affluent de la Likwala Mosaka. Et donc, vous avez tout compris. Vous pouvez regarder ça sur la carte. Voilà pour la petite histoire de géographie. Mais c'est une région sous-peuplée, parce que Magui, c'est 50 000, 55 à peu près, 55 000 km², 55 000 km², ce département forestier du Congo. Et la population est autour de 90 000 habitants seulement. Vous imaginez. Donc le Congo, déjà un pays sous-peuplé, où depuis que le dictateur est là, le Congo a perdu 10% de sa population parce que le dictateur ne cesse de massacrer les populations, créer des crimes de sang, de masse et des génocides, créer des conditions d'indignité et autres. Donc la population est en décroissance. Donc nous avons perdu déjà au cours de ces 23 dernières années 10% de la population sur une superficie totale du pays qui couvre 342 000 km². Donc comparativement, nous sommes au-dessus un petit peu de la Côte d'Ivoire en superficie et au-dessus un petit peu de l'Allemagne et du Japon. Comparer les populations du Japon, 125 millions de kilomètres carrés, 125 millions d'habitants. L'Allemagne, plus de 80 millions. La Côte d'Ivoire, 20 millions. Entre parenthèses, le président Alassane Ouattara vient de renoncer à un 3e mandat. C'est une bonne nouvelle pour ce pays, la Côte d'Ivoire, et c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique tout entière, et c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique francophone. Sachant que Ouattara Alassane l'avait pourtant dit ces dernières années que tant que Sassou Nguesso sera à la tête de ce pays, et ce pays-là ne décollera jamais. Parce que ce pays a eu des magouilles énormes. Sassou Nguesso, en 35 ans de sa dictature, a géré officiellement près de 1000 milliards de dollars. Mais en réalité, ce sera même plus. Et donc, voyez les conditions dans lesquelles se trouve ce pays. Un sous-préfet Force Afrique qu'on avait placé là, qui n'a même pas un cerveau, une âme et une conscience. Regardez, même Alassane Ouattara a pris ses responsabilités. Donc, il va sortir par la grande porte. Et a été salué par toute l'Afrique francophone, et notamment son pays, et tous les résistants aux dictateurs d'Afrique francophone. Et donc, la plupart de ces résistants sont en France, parce que nous avons constitué des coalitions entre les pays d'Afrique francophone qui luttent contre les dictateurs. Voilà. Nous cherchons des terres promises pour placer des résistants pour désintégrer toutes les dictatures d'Afrique francophone, pour que nous retrouvions le rang de l'Afrique anglophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je reviens sur le sujet à traiter. Alors, pourquoi Sassou Nguesso s'est-il précipité d'inaugurer la route Soinké-Tam, frontière du Cameroun? La première raison est de fait historique. En fait, Sassou Nguesso sent déjà que la fin de règne est inévitable. Et donc, il s'est précipité à inaugurer ça parce que, déjà, il faut se dire que cette route qui doit traverser l'Angoko, on traverse la rivière Ngoko pour aller au Cameroun, vers Songomelina. Et donc, moi, je vous au sud-est du Cameroun, bien sûr. Mais cette région, ce côté Cameroun, on nous signale que 900 km sont encore inachevés. On n'a pas encore achevé côté Cameroun. Mais pourquoi s'est-il précipité d'aller inaugurer alors qu'il devait le faire ensemble avec le président du Cameroun, le dictateur du Cameroun, Paul Biya, s'il sera encore là, et autres. Pourquoi il s'est précipité? Parce que Sassou Nguesso, c'est déjà le signe du temps. Il dit que s'il attend que ça soit inauguré côté Cameroun, et il ne pourra jamais l'inaugurer parce que sa fin de règne est déjà proche. Donc il va aller faire monter que pour des besoins historiques, c'est lui qui a inauguré cette route-là.
de Soinké Sembe et autres. Et quand on voit les infrastructures de Sassou Nguesso, c'est, comme disent les Chinois, Sassou demande beaucoup, mais donne petit. Donc on construit des infrastructures de merde. Quand vous allez voir ça, c'est des... Voilà, donc voilà. Donc vous avez tout compris. Donc la raison, première raison, elle est là. Sassou sait que... Bon, il faut marquer le temps, quoi. Il faut marquer l'histoire. Donc je sais qu'à tout instant, je peux être éjecté. Et donc il faut précipiter parce que... Et voilà, le Cameroun, ça traîne au Cameroun, mais il faut que j'aille. Donc ça, c'est la première raison pour les faits historiques. Les trois autres raisons, il y a deux raisons politiques et une économique. Commençons déjà la deuxième raison, qui est politique. Bon, il faut se dire que Sassou Nguesso veut tromper quelque part la vigilance d'un peuple qu'il a laissé dans l'ignorance. Parce que déjà, il est allé à Pointe-Noire, il a été copieusement humilié là-bas. Parce qu'il est allé inaugurer les affaires de ces derniers protecteurs dans la compagnie Eni Congo. Et qui, Denis Sassou Nguesso, ils ont des affaires, des biens mal acquis et autres, avec des affaires là en Italie. L'Italie attend Sassou Nguesso pour ces histoires-là. Et de l'autre côté, il est allé inaugurer les nouveaux quais de Vincent Bolloré, qui a pris le contrôle du port de Pointe-Noire, le plus grand d'Afrique centrale, dans des conditions d'opacité totale. Vous avez vu par exemple au Cameroun, les Camerounais se sont retirés des affaires de Bolloré. Ils ont dit non, on te retire. Ils ont nationalisé leur port. Ils ont dit Bolloré quitte le port de Douala. Maintenant, il reste au Congo, Brazzaville, où tout est dans l'opacité totale. Donc, il est allé inaugurer les affaires de Bolloré, croyant que Bolloré va les protéger avec les réseaux Force Afrique. Donc, c'est leur affaire. Ce n'est pas les affaires du Congo. Donc, ces deux inaugurations qui ont capoté, qui ont échoué, qui ont été une humiliation totale avec les moulins de Pointe-Noire qu'il a fait pour leurs affaires, blanchiment d'argent, Sicko, OPAC, Mafia et autres. Donc on a tout compris. Donc il a été copieusement humilié là-bas. Mais auparavant, déjà en janvier, 19 janvier 2020, il a été humilié aussi par Boris Johnson. Donc il en cherche comme un cheval, un animal blessé. Et donc, il cherche à chercher une crédibilité, une légitimité à l'échelle nationale, mais qui ne viendra jamais parce que dans 92% des cas, au pire des cas, 97% de la population n'en veut plus de lui. C'est depuis, on les vomit, on le sait. Tout ce qu'il fait est caduc. Donc, il est obligé de forcer parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une âme ni conscience. Sinon, il serait quelqu'un qui n'a pas franchi les barrières de la raison, de la conscience et même de la honte, de la dignité. Sinon, ça se saurait. À un moment donné, comme il dit non, mais il faut arrêter. Donc, il ne peut pas. Et donc là, après ces chèques-là de Pointe-Noire, et donc il dit que les sudistes, puis c'est lui, il raisonne au terme du tribalisme, de géopolitique nord-sud. Donc, il est comme si tout est racial, hein? C'est-à-dire pour les Européens et autres. C'est comme lui, il représente qu'il pense qu'aux Blancs, hein? Au Congo, c'est les Blancs et les Noirs. Les Blancs, c'est la partie nord. Et le sud Congo, c'est les Noirs. Donc, il reprend comme fait des ségrégations raciales ou l'apartheid et tout compagnie. Donc, il raisonne ça. Donc, il était à Pointe-Noire, chez les Noirs, à Pointe-Noire, et donc il a été humilié dans le sud. Maintenant, il repart dans le nord pour aller montrer, tiens, je suis avec vous, regardez les espoirs que j'ai faits. Je viens inaugurer les routes, je suis avec vous pour chercher à souder, soi-disant le nord derrière lui, pour dire oui, oui, je suis aimé, voilà ce que j'ai fait, regardez les routes que j'ai construites. Non, Sassou n'a construit que 0,1% des macos qu'il aurait à voir. Parce que quand on voit le budget de la ville de Paris, c'est autour de 40 milliards d'euros chaque année. Mais Sassou, on a géré 2 fois et demi plus en 135 ans. Regardez ce qui est construit à Paris au cours de ces 20 dernières années. Entre tramway, métro, RER, toutes les infrastructures. Attends, donc, Sassou, c'est un escroc. Il croit que toutes ces infrastructures qu'il a fait au Congo, c'est vraiment l'espoir. Même traverser le Mayom, comparé au massif alpin, ici en Europe, qui part déjà des Alpes de Haute-Provence, ce sont des terrains d'âge de l'Éocène, c'est-à-dire de l'ère tertiaire, et qui sont formés après les Pyrénées. Et donc, tout cet arc alpin qui va de Marseille aux Alpes de Haute-Provence,
le Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, que ce soit le Mont Blanc, hein, passant tous ces massifs-là, le Beldon, le Vercors, la Sartreuse, on peut même prendre le Mercantour et on monte jusqu'au Mont Blanc, on tourne là jusqu'au Piémont, on va jusqu'au Cap-Rat. Là, quand on voit les infrastructures qui passent là-bas, les routes, les autoroutes et tout compagnie, les trains et autres, mais ce sont des infrastructures qui ont été conçues avec parfois les moyens que ça soit avec, moins de moyens que ça soit a eu. Mais avec, on va voir ce qui, ces conditions où se trouve ce pays, on se dit, il a fait rouler les gens, les uns et les autres. Donc on le sait comment ça soit, a été vraiment, qu'on appelle une horreur. Hein. Il a été vraiment le malheur de ce peuple, pour se dire comme ça. Donc, Sassou Nguesso, c'est que, bon, pour aller divertir les Congolais, il est allé inaugurer cette route-là, et pour se précipiter, montrer que oui, et on peut encore faire des choses, on peut encore rêver. Donc, il y a des infrastructures par-ci, par-là, on va encore construire, alors que c'est zéro. Sassou, c'est fini. Le FMI vient de se retirer, parce qu'il voulait aller rouler les FMI, il croyait qu'on allait monter les FMI, et voilà, donc ce qui va arriver, c'est le plan économique que je vais vous expliquer. Donc aujourd'hui, sur ce plan politique, où il va nous laisser une ardoise de cette route-là, parce que cette route-là a été conçue en grande partie par la dette, qui est 35% de cette dette qui est globale du pays, qu'il allait la payer avant 2021, 35%. On ne sait pas combien, on parle de plus de 5 milliards de dollars, hein, avec la Chine, plus de 5 milliards de dollars avec la Chine, hein, plus de 5 milliards de dollars, même plus. Et il devait payer 35% avant 2021. Mais là, il est en faillite. Il a ruiné ce pays détruit. Et le FMI vient de se retirer après la dernière observation de février 2020. Il a dit non, 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 non. Donc Sassou croyait prendre 450 millions de dollars et pour aller faire la fête et faire tout ce qu'il voulait faire pour rouler encore les Congolais, mais il n'y a pas d'argent. Et donc là, il se retrouve dans la merde. Donc ce sont les dernières inaugurations parce que déjà les 37% de la dette avec la Chine, il ne pourra pas le payer parce qu'il est en faillite. C'était jusqu'en 2021. 2021, c'est bientôt là. Il ne peut même pas payer. Il reste 65%. Mais là, il a dit non, on pourra rééchelonner ça ou travailler ça aux environs de janvier 2046. Janvier 2046, les 65%. Donc c'était une infrastructure de merde qui a été construite avec la dette et qu'on ne méritait pas ça. Parce que le pétrole coulait à flot, le bois est là, tout est là, on n'avait pas besoin de ces dettes à la con. Donc il est venu vous rouler, il va vous laisser ça, c'est une arnaque. Donc il vient faire là, donc c'est les dernières inaugurations de Sassou Nguesso. Il n'a plus d'inauguration. Puisque ces infrastructures de grands travaux, c'était pétrole contre infrastructure ou infrastructure contre ressources naturelles. Mais là, il y a les cours des mondiaux et le coronavirus, avec tout ce qui s'est passé avec la Chine qui s'est retiré aussi. Sassou n'a plus de négociation. Il va acheter. Il attend quoi? L'aide au développement de la France et autres. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Les routes. La France va construire une grande route ou une autoroute ou réparer les infrastructures, les chemins de fer qui vaut des milliards de dollars. Ah non, 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 non. C'est vos affaires. Donc Sassou est pris. Donc il est allé divertir les Congolais. De là, voilà que voilà, je suis le faiseur, le constructeur infatigable. Et à côté, il va vous laisser une dette énorme. Et que le travail qui va se faire après Sassou Nguesso, vous serez au courant. Ça sera visible. Et tout Congolais, depuis les villageois jusqu'à tout le monde, sera au courant des bazars que ça soit fait. Parce qu'on va non seulement des accords, des négociations, tout ça, mais on va expliquer aux populations. Il y aura toute une commission des communicants qui vont aller monter aux populations un à un. Voilà les désastres que ça soit fait. Les inaugurations, c'était que des châteaux de cartes. Et qui, déjà, 2/3 des infrastructures qu'il a construites sont déjà en ruine. C'est n'importe quoi. Et en plus, ils sont empoisonnés. Donc, il est allé à Ouesso. Et puis, il va aller là-bas montrer qu'il est le faiseur de autres, alors que c'est quelque chose qui est fait avec la dette. Donc, il va vous embrouiller. Et c'est le dernier, ils sont plus nombreux. Il n'y aura plus de... Sassou ne va plus faire ces lancements de... Comment on appelle ça? Inauguration, on peut dire. Pas inauguration, avant... Et voilà, il y a un terme là, voilà, il m'échappe, voilà.
Donc, il ne va plus faire les poses de pierre. Hein? Pose de pierre, il n'aura plus rien. S'il pose des poses de pierre, c'est pour vous rouler. Il ne va jamais construire quelque chose. N'allez même pas couper les pierres de pose. Il n'y a rien, il n'y a rien. Les caisses sont vides, il n'y a plus rien. Donc, lui, il pense déjà à l'après. Comment on va me traiter? Comment sera le lendemain? Comment... Donc, il pense déjà là. Lui, il pense qu'à ça. Mais comme il tient les moyens de l'État, il croit qu'avec les intimidations, les disparitions suspectes ou forcées, les tortures, les menaces, les chantages, l'apartheid administratif et tout compagnie, il croit qu'il va maintenir ce pays-là. Donc, il est aux abois. Vous avez tout compris. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, la deuxième raison est politique. Ça souhaite aller là-bas pour divertir ces Congolais. Il n'est pas en campagne électorale parce que ça ne va pas se passer. Ça va pas se passer. Tout ce qui entreprend pour passer 2021, comme on a dit qu'il devait faire, rendre la présidentielle 2021 illisible pour qu'on reste à 21, 22, 23. Mais ça, c'est grillé. Il ne pourra pas. Il va partir. Il doit partir maintenant, d'ici peu. Je vous informe. Et donc, restez déterminés et suivant ce piège qu'il est rentré, il est rentré dans la nasse, dans son propre piège. Et donc, ça va les bouffer. Et donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que, bon, Sassou Nguesso, il sait bien que, toujours politique, hein, il sait bien que pour compter, pour solidifier le Nord, hein, il est dans les cas géopolitiques. Hein, il va là-bas pour se regrouper derrière lui et pour diviser le Nord et le Sud. Pour venir que, voilà, vous les Nordistes, voilà ce que je fais pour le Nord. Regardez comme ils ont valorisé les routes du Nord là. Que j'ai fait la route Obuya, Lekiti et tout ça. J'ai fait la route Makwa et Tumbi. J'ai fait la route Ouando, Makwa, Mombili et Wesso. J'ai fait la route, comment on appelle, qui va inaugurer la route Soinke, Tam, Sembe et tout. Voilà, donc tout ça. Et il a dit qu'il a traversé le Mayom, il a fait le... Ah mon Dieu, je vous dis sincèrement. L'argent qu'on a eu là, vous aurez vraiment des infrastructures vraiment les plus beaux du monde. Les plus solides. Parce qu'il se soit, il a 35 ans. Il a géré 90% du pétrole congolais. Il va se vanter à qui il n'y a rien. Le bilan est globalement négatif. Globalement négatif. Regarde là où se trouve le chemin de fer. Il y aura un chemin de terre à deux voies avec tout l'argent là. On aura que c'est d'autres chemins de fer, les autoroutes et déplacer. Attends, c'était vraiment non. Mais vous allez voir, si nous prenons notre responsabilité de le faire partir là, qui va partir, mais récupérer tous les magots là et repenser les nouveaux modèles économiques et tout, vous allez voir qu'il y aura un dynamisme. Vous allez voir que finalement, on était dans la merde. Allez voir ce que l'Éthiopie fait. L'Éthiopie, il y a 30 ans, c'était le pays le plus pauvre d'Afrique. Regardez comme il a fait. Il suffit d'avoir des cerveaux. Regardez ce que le Rwanda fait. Regardez même le Botswana. Regardez, non, il y en a plein, les pays d'Afrique. Regardez la Namibie. Regardez, même si ce sont la plupart d'Afrique anglophone. Mais nous voulons aussi montrer les dynamismes d'Afrique francophone qui va arriver. Le Cameroun qui est déjà à côté, nous voulons qu'il devienne comme le Canada, comme bilingue, démocratie fédéraliste anglophone, bi-anglo et français. Donc on veut penser à ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La dernière raison, quatrième raison est économique. Économique pourquoi? Parce que vous savez que Sassou Nguesso, quand il est arrivé au pouvoir, la première fois, donc nous étions la meilleure ressource, nous c'était le bois. Et ce bois-là venait de ces quatre des régions précitées. La Likwala, la Sanga, la Lekumu et le Nyare. Et donc de ces bois qui ont formé des cadres, hein, parce que moi à l'école primaire, hein, j'ai fait l'école primaire, une partie du collège, et avec ce bois-là, hein, il n'y avait pas de pétrole. Dès que le pétrole arrivait, c'est les merdes. Vous avez tout compris. Qui fait de nous quatrième pays producteur de pétrole, mais le premier pays d'Afrique, il y a eu beaucoup plus de merde. Où on a massacré des populations à cause de ce pétrole. Et Sassou était toujours là. Donc, ça, n'en parlons pas de pétrole. Donc, la quatrième raison, c'est que Sassou est dans le piège. Donc, il comprend que son système de gestion des ressources naturelles est opaque. Et il reste le bois. Le bois, il n'y a pas beaucoup de boulot à faire. Il faut le couper et le mettre. Hein, alors que les mines solides, il faut beaucoup de pollution, ça attire l'attention et autres. Or que là, le bois, il est géré de manière opaque. Vous savez que là où ça passe, les coupures illégales hein, du bois, c'est déjà dans les Koumou, dans le massif du Chaillu. Hein, vous le connaissez. Et puis, passons le Nyari. Oh là là là.
Maintenant, dans la partie nord, tout ce bois du sud Congo, c'est-à-dire de la Likumu et du Nyari, va à Pointe-Noire à travers le passant par le Mayon. Vous avez vu les bois qui passent là, voilà, vous avez tout compris. Maintenant, dans la partie nord, déjà le bois du sud, là, tout est opaque. Le Congo ne touche rien. Orin Djombo et tout ça, qui est ministre depuis 40 ans du pétrole et du bois, a une responsabilité historique. Et tout ça, dès qu'on parlera de Djombo, il faut qu'il se prépare. Tout ce qui est Djombo, et non qu'il soit père et fils, attends, c'est chaud. Hein. Bon, donc vous devez préparer ça parce que les autres vont vous retrouver partout où vous serez dans le monde. Parce que cette histoire, d'abord, pour des raisons d'État. Donc vous devez vous préparer déjà et à cette éventualité des situations qui vont arriver. Mesdames, Messieurs, donc la quatrième raison est économique. Pourquoi? Parce que le pillage du bois dans la Likwala, par exemple, quand vous voyez la frontière de la Likwala, côté ouest, vous voyez là la Songa entre dans le Cameroun. Il vient du Cameroun, il ne rentre pas, il vient du Cameroun, il rentre là, tout au long de cette frontière-là jusqu'à Ouesso. Tout ce bois-là rentre là-bas, dans la Likwala, et traverse. Comment ils font là? Ils débarquent là-bas, ils traversent et ils passent directement au Cameroun par des circuits opaques où il y a des mafias qui coupent là-bas. Ça ne vient même pas sur le fleuve ou le Bangui-Chari, qu'avant on voyait ça passer sur le Bangui et prendre le fleuve Congo, on le voyait là, mais il n'y a plus assez de savon. Donc ça rentre là-bas, c'est coupé là-bas de manière opaque et ça rentre là-bas directement au Cameroun là-bas. Mais celui de la Sanga, et cette route-là va faciliter la traversée de l'Angoko pour rentrer vers Sangue-Medina dans le sud du Cameroun, surtout le sud-est. Et donc du côté du Cameroun, ça pose problème parce que là-bas, les routes n'est pas encore achevée. Donc ça soit un peu coincé parce qu'il voulait faire passer beaucoup de trucs illégaux et pour qu'il lui donne un peu de liquide. Mais là, les routes, on peut couper, il y a des risques. Donc, bon, ben, si ça tombe, attends, à Yatonga qui est déjà originaire de cette région, connaît bien la jungle, a vécu dans la jungle. C'est un scientifique naturaliste, fait les sciences naturelles, et puis environnementaliste, c'est-à-dire il étudie les sciences de l'environnement, comme disait un frère résident officier. Il dit attention, bon, je vais lui faire pour l'heure. Attention, les eaux et forêts, environnement et développement durable, on met ça à Yatonga. Oh mon Dieu, déjà. Regroupons tous les ministères de l'environnement, du développement durable, plus les eaux et forêts, et gérer tous ces pactes avec les secrétaires d'État et tous les outils d'énergie qu'on va mettre pour transformer tout ça, renfler les caisses d'État, créer d'autres systèmes écosystémiques, arrêter tous ces circuits opaques et autres et travailler tout ça. Mais c'est l'enfer. Donc ils savent bien que si ça tombe, alors là, il risque d'avoir des soucis énormes. Et donc ils se sont dit non, il faut précipiter pour la route. Les Cameroun tardent. Donc, le bois qu'ils vont prendre là-bas, de là, ils vont passer à Ouessoula, ou venir de Pokola, traverser la Songa et prendre là et arriver à Tamla, la frontière là. Maintenant, ils vont rentrer dans les routes du Cameroun qui sont vraiment les routes de l'impossible. Vous allez voir que de traversant le Cameroun pour l'amener ce bois-là jusqu'à Douala là-bas, c'est les routes de l'impossible. C'est l'enfer. Et surtout quand il y a les saisons de pluie. Donc ça retarde un peu les circuits. Donc vous voyez déjà ça. Le Cameroun est quand même quelque part 900 km inachevé. C'est bien, c'est une bonne nouvelle pour le Congo. Et pourquoi ça s'est-il précipité pour aller inaugurer? Donc vous avez compris les enjeux. Un, il sait bien qu'il est si du temps qu'il peut tomber à tout instant. Et deux, pour des raisons politiques, qu'il veut monter à ces indigènes esclaves, que voilà, et on peut encore rêver que je suis là pour venir et autres là. Donc il oublie la condition sociale, que les gens n'ont pas de salaire, n'ont pas de pouvoir d'achat, il n'y a plus rien, les gens sont vraiment laissés à l'abandon. Lui, il veut faire ses petites inaugurations à la propos et montrer qu'il bon, y a encore l'activité économique qui va revenir pour tromper. Et deuxièmement, troisième raison, c'est pour chercher à souder ce nord-là, qui est pour eux, eh oui, j'ai été humilié dans le sud, vous êtes avec moi, et Zapon, les Okombisatsa, les Mokoko et tous les autres là, tout, donc comptez sur moi et je suis votre protecteur, alors qu'il n'a jamais ni aimé ce peuple, ni aimé ce pays, et encore moins
et travailler pour ce pays. Et donc, vous avez tout compris que Sassou est aux abois. Et donc, il sait bien que pour ses besoins des mafias qui travaillent pour le compte de l'exploitation forestière, eh oui, et nous le savions très bien. Moi, mesdames, messieurs, peuple congolais, pour ceux qui sont au Congo, faites le nécessaire d'aller au moins dans la forêt, dans la nature. C'est très important parce que ne restez pas que les discours. Parce que moi, en sortant, en naissant à Brazzaville, en rentrant au pays, en rentrant, excusez-moi, on va faire diaspora, non encore, bon, bref, en rentrant dans le nord, j'ai été dans la jungle. J'ai fait des expéditions jungle. Déjà au collège, je rentrais regarder l'école à Mosaka et regarder la Mombili. J'ai amené une expédition avec mes cousins, mes petits, mes frères ou autres, même au départ c'était des grands qui nous amenaient. J'allais passer par exemple 2 mois dans la jungle. Imaginez que vous êtes dans la majorité de l'Afrique, vous allez 2 mois dans la jungle. Moi j'amenais que les allumettes, les maniocs et quelques... Ouais. Mais tout était là-bas. Moi si vous me mettez aujourd'hui dans la forêt équatoriale du Congo-Brazzaville, partez, laissez-moi les allumettes, un peu de manioc, parce que voilà, et le reste, vous me voilà 2 mois après, je suis indemne, tranquille. Je me mets à venir avec beaucoup de choses. Donc j'amenais les filets, bon, rarement les fusils, on n'amenait pas les fusils, nous. Bon, mais c'était vraiment les filets, la maison et tout ça, et des pièges pour les... Donc on faisait ça, différents pièges pour piéger les animaux, et bon, donc on avait tout là-bas, la production. Donc j'en ai fait là du collège jusqu'au lycée. Et avant d'aller à l'université et venir en France, après voilà. Donc vous comprenez, je suis un esprit de forêt. Et d'ailleurs ici en Occident, j'ai été toujours du côté de la forêt. Vous voyez que je suis toujours là où il y a la jungle, où il y a l'écosystème, où il y a la nature. Donc quand tu veux respirer l'air de la nature, ah ouais, c'est génial. Mais quand vous étudiez les sciences de la nature, qui sont les sciences biologiques, que ce soit biologie, géologie, comme je l'ai fait, je suis à Bac plus 4, et puis les sciences de l'environnement, qui touchent les cycles de vie, énergie, matière. C'est-à-dire depuis la production des matières premières, les transports, la transformation, la consommation, les rejets de l'environnement, les impacts, les métaux lourds, donc il faut tout refaire parce que nous devons protéger ces écosystèmes. Et donc tous ces milieux-là, je vois de point de vue global. Et un qui dit, ah oui, mais toi tu es en Europe, il connaît que les trucs. Non, un scientifique connaît surtout les sciences naturelles, les sciences de la vie. Vous connaissez le monde comme... Je vois le monde comme ça. Il n'y a pas un seul endroit du monde que je vois comme si je voyais votre village là au pays. Congo-Brazzaville, je vois le Congo-Brazzaville à tous les niveaux comme ça. Donc c'est ça. Et quand on voit ça, on intègre les sciences de l'environnement et autres. Donc vous devez être en phase avec l'évolution du monde et de protéger vos écosystèmes parce que au niveau environnement et développement durable et soutenable, au niveau de la protection des écosystèmes, au niveau de la gestion de nos ressources naturelles, entre la production du bois pour les tables de banc, la transformation, il y a beaucoup de production. Donc, comment gérer cette ressource de manière durable? Donc, on a besoin déjà des stratégies, des outils d'aide à la décision et surtout des schémas directeurs et des plans d'aménagement. Et on tient compte que nous ne sommes pas seuls, il y a des partenaires, il y a des réseaux, il y a des lobbying, il y a beaucoup de choses. Donc, il faudra trouver des synthèses. Comment créer des labels, comment créer ça pour protéger nos écosystèmes. Parce que déjà, problème de l'eau. Si nous proposons nos sources d'alimentation en eau potable, on aura moins de traitement d'eau potable. Donc il faut créer des bassins de protection ou de rétention. Nous avons beaucoup de bassins et qui sont là qu'il faut protéger pour capter. Oui, demain il y aura beaucoup d'agriculture intensive ou pas, ou de biologique, on va aller pour ça. Donc il y a beaucoup de choses au jeu là. De l'eau. L'eau c'est la terre de demain. Et le paradoxe, c'est que nous sommes à Brazzaville, bassin du Congo, et à Brazzaville, il n'y a pas d'eau. Et donc, il y a ces problèmes-là qu'il faut voir sans politique. Et donc, l'éducateur-là doit partir, Et donc, nous devons prendre cette responsabilité historique de le faire partir. Parce que la matière grise, elle est là. Elle a l'expérience, les retours d'expérience. On mettait des outils d'aide à la décision. J'ai dit, comme je l'ai dit là, la Songa, la Wesso. Je vous dis, une région semi-autonome. Et avec une université qui va se positionner dans les écosystèmes locaux. Et en intégrant les instituts de recherche et développement entre partenariats privés et publics sur les ressources qui sont déjà là. Ils sont énormes. Quand vous rentrez là-bas la jungle, ah non, mais c'est pas possible. Et donc, vous devez comprendre ça, que
les dimensions, nous les voyons à l'échelle globale, c'est-à-dire à cette échelle du Congo-Brazzaville. Depuis Kakamoka jusqu'à Betou, en passant des côtés de Lekana jusqu'à Bokosongo, de Bazanunga jusqu'à Betou, et de Betou jusqu'à Makwa, de Makwa jusqu'à, dites-moi, jusqu'à Fouati, de Fouati jusqu'à Gamboma, de Gamboma jusqu'à Mbomo, de Mbomo jusqu'à Brazzaville, de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, de Pointe-Noire jusqu'à Dolisie, de Dolisie jusqu'à Divenier, Makabana. Oh, nous avons oublié Sibiti, Zanaga, Komono, on a oublié Mouyozi, bon, bref. Nous avons oublié où? Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah non, non, ne faites pas moi. Moi, le Congo, c'est oui, c'est moi. Donc, arrêtez. Bon, on va le faire partie. Rejoignez la résistance. La lutte est là. Le combat devient passionnant parce qu'au final, il va partir. Et vivement la fin de la dictature. Et nous serons là. Merci beaucoup. Protégeons-nous les uns et les autres. Merci.